Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Guillaume Ménard du laboratoire Microcept, donc ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans la microbio au laboratoire Microcept essentiellement. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un retour d'expérience. C'est vraiment ce que nous on essaye de mettre en place au sein de notre laboratoire par rapport à la gestion des déchets, la maintenance des machines, les économies d'énergie, puisque c'est, je pense, notre quotidien. Pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Donc ma présentation va être beaucoup plus terre à terre que celle de Christophe, mais merci pour la lampe de lancement, que je vais essayer de prendre la continuité. Donc vous allez voir, c'est vraiment des choses très terre à terre qui je pense, font partie de votre quotidien. En introduction, on ne peut pas ignorer, je pense, que depuis quelques mois, la conjoncture a tendance à se résumer à la formule suivante, c'est-à-dire augmentation des coûts du pétrole, donc in fine augmentation du plastique, guerre en Ukraine font exploser les coûts des laboratoires, des entreprises en règle générale. Les laboratoires, évidemment, n'échappent pas à cette règle, et on se doit de s'adapter, et durablement, en fait, dans un contexte normatif. Les choses qui nous guident sont les normes, vous les connaissez tous. Mais on doit réussir tout de même à s'adapter, à mon sens, dans ce contexte normatif qui nous guide, mais qui évolue à son rythme. D'autre part, on a des façons de travailler, je pense, qui deviennent peut-être de plus en plus en décalage avec notre conscience écologique. Je vais appeler ça une conscience écologique aujourd'hui. On est tous confrontés au suremballage, au plastique, aux déchets qu'on jette mais qu'on ne peut pas forcément trier, une consommation énergétique élevée. Vous l'avez vu hier, pour ceux qui ont fait la visite, on a énormément d'étuves, on a une salle assez colossale d'étuves, donc ça représente une consommation énergétique élevée et sincèrement je pense que ce sont des axes sur lesquels on doit et on peut s'améliorer. Donc ce contexte, c'est bien évidemment une fluctuation des prix du pétrole qui a fait augmenter récemment les coûts du plastique. La crise énergétique a fait flamber les coûts de l'énergie et ça a un impact fort sur les coûts d'exploitation. À titre d'exemple, pour un labo tel que le nôtre, donc François vous a présenté les chiffres, on est sur une hausse qui se situe entre 8 à 10% sur les consommables plastiques et un coût de l'énergie électrique qui a été multiplié par 4 sur le premier trimestre 2023. Donc ça, on l'a pris de plein fouet, comme tout le monde, évidemment, mais pour autant, il faut quand même qu'on réussisse à s'adapter et il faut qu'on essaye d'adopter, en tout cas, une attitude plus vertueuse. Alors, on va peut-être pas parler d'écologie, puisqu'on part de loin, je pense. Donc, au moins, une attitude plus vertueuse. Et pour ça, nous, on essaye de travailler sur différentes pistes. Donc, ça passe par la gestion du matériel, la gestion des déchets, les méthodes de travail et bien évidemment, la formation des hommes. Christophe le disait tout à l'heure, la formation et en tout cas l'intérêt qu'on va y apporter. Première piste de réflexion, le matériel. Alors nous, on part du principe que les laboratoires sont peu automatisés par rapport à des laboratoires d'analyse médicaux par exemple, mais tout de même le matériel occupe une place importante dans notre quotidien. Je pense que vous avez tous pas mal de matériel dans vos laboratoires respectifs. Et donc Christophe le disait également précédemment, mais il y a deux postes de dépenses qui sont vraiment à prendre en compte et à bien réfléchir quand on pense matériel, c'est l'achat et l'entretien. Donc l'achat, ça passe bien évidemment par une étude approfondie des caractéristiques techniques de ce qu'on veut acheter. Est-ce que j'achète le matériel dont j'ai réellement besoin ou est-ce que c'est ce qu'on veut me vendre ? Est-ce que je peux avoir accès à beaucoup d'informations, en fait, des informations de puissance par exemple, je pense notamment aux études. Alors je vous invite à aller voir nos confrères d'Etiche qui pourront vraiment vous guider là-dessus et vous renseigner dans ce domaine. Ils sont vraiment très pertinents, je trouve, là-dessus. Et puis réfléchir à tout ce qui est consommation, donc électrique, consommation d'eau. Ça, je pense que c'est important et il faut y attacher vraiment une part importante. Autre point, c'est l'entretien du matériel. Donc, nous, on a fait le choix depuis pas mal d'années déjà de réaliser beaucoup d'opérations de maintenance en interne. Donc, on a effectivement dans notre extension, dans notre nouveau laboratoire, une salle dédiée à la maintenance que j'ai voulu, que j'ai réussi à obtenir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ça nous permet de réaliser pas mal d'opérations de maintenance. Alors, certes, des opérations de maintenance de premier niveau. Alors, des fois, on peut aller assez loin, mais des opérations de maintenance de premier niveau.
Ça nous permet en tout cas d'avoir plus de réactivité, ça dans la gestion de nos pannes, ça c'est une évidence. Ça nous permet également de pouvoir limiter les frais de déplacement, les frais d'intervention qui peuvent être assez conséquents certaines fois, alors qui sont très certainement justifiés, mais qui ont tout de même un impact. Et puis si on réfléchit impact environnemental, effectivement, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et ça permet effectivement également une réduction des déchets qui peuvent être liés à une certaine obsolescence programmée pour certains appareils. J'avais envie aujourd'hui de vous citer deux exemples très, très concrets, récents, des exemples de pannes sur des étuves. Donc les deux exemples vont concerner effectivement des pannes sur des étuves. La première c'est une panne due à une carte électronique défectueuse qui a lâché, chose qui arrive. Et le problème qu'on a rencontré, alors probablement dû à un problème d'approvisionnement de composants électroniques, mais c'est que la carte électronique n'était plus disponible pour cette étuve, une étuve qui était plutôt en bon état, un tout petit peu plus de 10 ans. Donc on a trouvé une solution en interne. Alors on s'est un petit peu démené, on y a passé un petit peu de temps, mais on a trouvé une solution en interne. On s'est permis de démonter effectivement cette carte, de l'envoyer en réparation à un prestataire d'un réseau personnel, mais comme quoi ça existe. Et cette carte a pu être réparée assez facilement pour un coût dérisoire par rapport au prix d'une étuve. Donc c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui, je pense, reflète bien en fait le monde dans lequel on vit. Et moi, d'un point de vue personnel, mes convictions m'ont poussé en fait à faire ces démarches et me dire non, cette étuve, on ne peut pas la mettre à la casse, c'est pas possible, il y a forcément une solution. Donc voilà, et on a trouvé une solution. On peut prendre un autre exemple, on a tous des étuves, pas mal d'étuves ventilées. Chez nous, on en a une bonne douzaine d'étuves ventilées. Régulièrement, on a les ventilos qui lâchent. Encore une fois, on a essayé de contourner un petit peu ce qu'on nous propose, c'est-à-dire le remplacement complet d'un bloc moteur et d'un ventilateur pour 2 roulements qui sont HS. Donc effectivement, encore une fois, ça nécessite un peu de travail, ça nécessite un peu de démontage, de creuser un petit peu, de se pencher un petit peu sur le sujet. Mais pour le coup, effectivement, ça nous permet quand même de limiter un peu ces déchets et effectivement le coût des interventions et le gain pour les entreprises. On ne se limite pas qu'à ce genre de réparation, ça peut s'appliquer à plein d'autres matériels dans le laboratoire. Je pense que si on y réfléchit bien, on peut toujours trouver, on a tous, je pense, rencontré des cas de figure où on s'est posé cette question, est-ce que je suis vraiment obligé de changer ou est-ce que je peux réparer ? Je pense que les fabricants également ont peut-être un rôle à jouer en nous aidant là-dessus, en fait, en essayant de former en interne dans les laboratoires des interlocuteurs, des points d'appui, des relais, pour essayer justement de proposer ce type de solution. On n'y arrivera pas seul, donc je pense que c'est une démarche assez globale, générale, et certains ont commencé effectivement à jouer le jeu, à nous former sur du matériel, donc ça je trouve que cette démarche va plutôt dans le bon sens, ce qui nous permet effectivement de continuer d'avancer dans cette démarche, et on y croit sincèrement, on pense que c'est plus vertueux. Deuxième piste de réflexion, alors là c'est le sujet qui fâche un peu, les déchets. Je pense qu'on est tous un petit peu tous les jours effarés de la quantité de déchets qu'on peut produire et rejeter dans un laboratoire tel que le nôtre. C'est assez important, ça se chiffre en plusieurs centaines de kilos par jour bien évidemment, donc certains sont facilement triables. Je pense au papier, au carton, au verre, ça c'est relativement simple. Par contre, pour tout ce qui est reste de déchets alimentaires, reste d'analyse, emballage plastique, plastique à usage unique, là, ça devient un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc nous, on a commencé à réfléchir un peu à des solutions, on a commencé à mettre des choses en place. Alors, encore une fois, c'est notre retour d'expérience, il n'y a vraiment rien de gravé dans le marbre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, on a commencé, on a lié des partenariats, notamment un partenariat avec un refuge animalier qui vient régulièrement en fait, récupérer une bonne partie de notre viande crue. Lui est plutôt intéressé et nous, on diminue pas mal notre volume de déchets. On a lié également un partenariat avec une entreprise voisine de notre zone industrielle qui fait énormément d'expéditions et qui a besoin de faire beaucoup d'emballage, donc qui récupère tous nos cartons, la totalité de nos cartons.
nos cartons et nos plastiques bulles, les choses comme ça en fait. On a, comme beaucoup je pense, réussi à mettre en place du tri des plastiques, mais ça va simplement s'appliquer aux plastiques non souillés. Hein. Et nous, dans notre secteur, l'apport de ces plastiques triés se fait de façon volontaire à des points de collecte. Donc là, je pense que les collectivités ont aussi un rôle à jouer, puisque ce n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus souple pour les entreprises, en fait. Hein. À l'échelle d'une entreprise, venir faire un apport volontaire comme on peut le faire en tant que particulier, ça me semble un petit peu compliqué. Et puis, on réfléchit sur la mise en place du compostage. Donc sur site, puisque la réglementation va changer, 2024 très probablement. Donc là, il va falloir qu'on trouve des solutions, tous. Donc là, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, et on réfléchit également sur récupérer l'eau. Donc j'ai appris récemment le volume d'eau qui était consommé par un autopréparateur de laboratoire pour refroidir un cycle. Voilà, donc ça se chiffre en centaines de litres par cycle, donc c'est assez conséquent. Et c'est vrai que cette eau, elle est simplement prélevée du réseau, elle sert à refroidir un milieu de culture qui est à 120 degrés et ensuite elle repart à l'égout. Donc quid de cette eau voilà, est-ce que cette eau ne pourrait pas être utilisée pour d'autres applications d'entreprise ou autre chose? Donc ça, c'est des pistes sur lesquelles on réfléchit et peut-être que certains d'entre vous ont déjà des idées aussi, effectivement. Une chose est sûre, c'est qu'on doit limiter nos emballages entrants. Ça sera un des leviers en fait, pour faire baisser la quantité des déchets, donc forcément le coût des traitements. On doit également réussir à mettre en place des alternatives de tri, mais attention, il faut tout de même que ces alternatives restent compatibles avec nos contraintes analytiques. À mon sens, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que ça soit aux dépens des règles d'hygiène, des fonctionnements qu'on a adoptés dans notre laboratoire, de nos façons de travailler. Et il ne faut surtout pas que ce soit un apport de tâches parasites. Il ne faut pas que les personnes aient l'impression de faire des tâches parasites juste pour avoir un petit logo bling bling et se dire on fait un petit peu d'écologie. Non, il faut faire quelque chose de sensé, quelque chose de pertinent. Et je vous le disais tout à l'heure, mais je pense que la collecte des déchets peut être facilitée en fait, pour les entreprises et doit être facilitée voilà, de façon un peu plus poussée. Une autre piste de réflexion sur laquelle on travaille actuellement, on a mené 2 études, parce qu'on s'aperçoit en fait que tous les plastiques, et essentiellement plastique, ne peuvent pas être triés, recyclés. Donc l'idée, ça va être d'essayer de limiter en fait, l'utilisation de nos plastiques. Alors bien évidemment, on ne va pas revenir à la boîte de pétri en verre, je vous rassure. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Nous, à l'heure actuelle, on utilise pour réaliser nos dilutions en cascade et nos ensemencements, on utilise des pipettes paille à usage unique. Peut-être certains d'entre vous en utilisent. Et ces pipettes paille, voilà, elles sont jetées. Donc on a réfléchi à un système. Il existe effectivement des systèmes, des solutions alternatives, donc des cônes certes plastiques, mais qui sont réutilisables, réautoclavables. On a fait des essais métrologiques qui nous montrent qu'à l'heure actuelle, on est à plus de 150 autoclavages sans perte de qualité métrologique de ces cônes. On a chiffré une économie qui est évaluée, alors voilà, je vous ai mis un chiffre, mais c'est plus pour se situer un petit peu. En tout cas, on sait qu'on va réaliser une économie, donc ça c'est aussi plutôt bénéfique. On a réussi à trouver un process en fait, de ces cônes, puisque bien évidemment, il faudra les réutiliser, il faudra les laver, les autoclaver. Donc on a réussi à mettre en place un process qui rentre bien dans notre façon de faire, dans notre façon de travailler. Et on sait, et c'était l'objectif, en fait, qu'on va réduire nos déchets plastiques, qu'on va forcément faire baisser notre approvisionnement, et donc on va avoir un rôle sur notre impact environnemental. Deuxième piste de réflexion sur laquelle on travaille, qui concerne également du plastique à usage unique, sont les entonnoirs. Donc nous, on réalise beaucoup d'analyses d'eau, de filtration d'eau, et de façon historique, on les réalise avec des entonnoirs à usage unique, des entonnoirs plastiques à usage unique, qui, eux, ne sont pas réautoclavables. Voilà, donc la question se pose bien évidemment d'essayer de changer. Alors c'est pas simple puisqu'on a un process qui est mis en place, on a une façon de travailler qui est mise en place et une certaine productivité à tenir, mine de rien. Mais on a travaillé sur le sujet et on a réussi, donc via des essais bien évidemment, à valider un protocole de désinfection robuste de ces entonnoirs inox. On a réussi à déterminer un flux de travail qui correspond bien à notre façon de faire.
Et on a estimé encore une fois une économie assez importante à notre échelle, qui peut être réalisable annuellement. Et encore une fois, une baisse assez conséquente de nos déchets plastiques et donc de notre impact sur l'environnement. Donc ça, ce sont des exemples, je vous avais dit, très, très concrets, très terre-à-terre. Mais on est conscient que tous ces éléments, en fait, ne pourront pas être complètement aboutis si on n'implique pas les équipes. Pour impliquer les équipes, il faut bien évidemment les former, mais surtout les sensibiliser. Et la sensibilisation de l'ensemble des équipes, à mon sens en tout cas, est primordiale. Il faut bien évidemment les impliquer dans la démarche. Il ne faut pas leur imposer un process et pas leur imposer quelque chose. Il faut réellement les impliquer. On s'est aperçu que tous les changements qu'on a pu faire récemment dans le laboratoire ont été faits en impliquant les équipes et sont plutôt bien passés quand on implique les équipes. Il faut également les valoriser aussi, ça c'est important et c'est aussi primordial. Et il faut être conscient il faut qu'ils soient conscients en tout cas que tout ce qu'ils vont effectuer au nom du tri sélectif contribuera bien évidemment au développement de leur entreprise. Toute cette sensibilisation et cette approche, ça vous n'êtes pas sans savoir que c'est le nerf de la guerre sera la communication et continuera à être la communication. Et je pense que c'est important de continuer à inculquer les bons gestes. Les bons gestes qu'on a au quotidien, qu'on doit réussir à transposer dans l'entreprise, et toujours être à l'écoute en fait des bonnes idées, des bonnes façons de faire. Donc ça c'est notre leitmotiv et voilà. Je suis sincèrement convaincu en fait que les enjeux économiques, environnementaux actuels vont être incontournables dans les mois à venir. Ils le sont déjà dans notre quotidien. On est tous confrontés à ça dans notre quotidien. Et je pense vraiment qu'on peut et qu'on doit continuer en fait, même à petite échelle, au sein d'une entreprise, à mettre ça en place. Il existe des solutions et je pense qu'il faut vraiment se donner la peine. Les façons de travailler un peu historiques peuvent être repensées, doivent être repensées, et effectivement essayer de plus en plus de réfléchir impact environnemental, tout en gardant un aspect économique dans un coin de notre tête. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour cette présentation, Guillaume. Du coup, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Parce qu'on a pas mal de questions en ligne, donc je peux commencer par celles qu'on a en ligne, sauf si on a des questions dans la salle. Je vais faire. Oui, merci de cette présentation avec énormément d'aspects concrets, pratiques. Ça fait plaisir de voir ces réflexions. J'ai deux remarques. La première, on avait monté il y a de ça quelques années une association qui tourne toujours, qui s'appelle The Green Ethical Project. Et au sein de cette association, on travaille sur un indice de réparabilité des équipements et on essaye de communiquer, et on va communiquer de plus en plus dessus. Et là, je pense que ça sera des critères, on parlait tout à l'heure de critères de choix de matériel, et donc on n'a rien inventé, l'indice de réparabilité, il existe au niveau national, sur tout ce qui est, alors allez pas me demander pourquoi, parce que c'est toujours une réflexion, une source de préoccupation et d'interrogation immense. Pourquoi il y a eu ces 4 catégories? Les catégories sont les téléphones portables, les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon et les lave-linges à hublot. Je ne sais pas pourquoi ce sont que les hublots, parce que bon... Donc on est parti de cette base-là, blague à part, on est parti de cette base-là et on a travaillé à redécouper, à redéfinir et réadapter l'indice de réparabilité pour les équipements analytiques. Et on va essayer de le diffuser de manière à ce que ça fasse un critère important de choix, parce qu'on voit que dans les années à venir, en effet, vous le disiez très bien, on ne le fera pas tout seul, il faudra le faire avec les fabricants de matériel. Et ça, si on n'y arrive pas, on le fera aussi tout seul. Et je trouve que les exemples là, de réparation de cartes, c'était vraiment
C'était vraiment très bien. Et du coup, est-ce que vous avez eu le besoin ou est-ce que vous avez réfléchi à des... Bon, alors je sais que c'est difficile d'embaucher, mais à embaucher des profils un peu différents de ce que vous embauchiez avant à Microcept. Parce qu'il faut avoir des gens qui ont envie de mettre les mains dedans et qui trouvent une réelle satisfaction à le faire. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui est en charge en fait de ces opérations de maintenance. Maintenant, effectivement, on a recruté quelqu'un qu'on a formé, alors, qui est technicien de laboratoire, hein, mais que j'ai formé, qui est toujours en cours de formation sur des opérations de maintenance, voilà, classique, quotidienne, de façon à pouvoir effectivement perdurer dans le temps cette façon de faire. Alors, on avait une question de Cécile en ligne qui était sur qu'en est-il du volume d'eau utilisé pour le lavage des cônes? Parce que ça a l'air d'avoir marqué, le lavage des cônes. Mais est-ce que du coup, on a pris en compte aussi l'énergie Alors, oui, alors je suis passé brièvement sur les chiffres, mais dans l'étude qu'on a réalisée, effectivement, tout a été pris en compte, c'est-à-dire le cycle de lavage, donc c'est un autolaveur classique de laboratoire, donc le volume d'eau, on a été chercher les données techniques en fait des autolaveurs, donc le volume d'eau consommé, le volume électrique, la charge électrique consommée, également la quantité électrique consommée pour le réautoclavage, on a tout pris en compte en fait. Tout a vraiment été pris en compte et on est sur un volume d'eau, sur un autolaveur. Alors, j'ai pas les données exactes, peut-être que certains fabricants pourront nous les donner, mais moins de 20 litres d'eau par lavage, il me semble. Merci. On a une question d'Anna Maria sur. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui auras la réponse du reste. Quelles sont vos solutions pour le recyclage des déchets plastiques souillés? Donc, je pense qu'on parle là des boîtes après incubation, des sacs après incubation. Oui, alors, au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas. Tout ce qui est souillé chez nous par Andasserie, hein, comme beaucoup d'entre vous, je pense. On n'en a pas et ce sera peut-être effectivement un levier qui va être compliqué à actionner, je pense. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'on essaye en fait de limiter notre consommation de plastique, donc notre plastique entrant, et d'essayer d'utiliser justement moins de plastique. Alors je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Avec Francis. Monsieur Francis. Allez Francis. Oui, par rapport, vous faites du prélèvement, vous avez une flotte de véhicules, de préleveurs, etc. Cet aspect-là, vous l'avez envisagé aussi, voilà, les motorisations, je ne sais pas quoi, etc. Ça coûte cher, ça coûte cher au laboratoire, hein, en carburant, etc. Oui, qu'est-ce que vous avez envisagé par rapport à ça? Alors, on n'a pas entamé de réelles démarches. Maintenant, on sait qu'on a des freins si vous pensez aux véhicules électriques, par exemple, j'imagine. On n'est pas encore équipé au jour d'aujourd'hui de véhicules électriques. Maintenant, on sait qu'on va avoir des freins d'autonomie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on puisse prendre en compte. Hein. On ne va pas rayonner dans un secteur plus petit si les véhicules ne nous permettent pas d'aller voir nos clients. Maintenant, oui, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte effectivement dans les années à venir, mais pour l'instant, on est resté vraiment réflexion interne laboratoire. Peut-être pour ajouter un complément. Oui, bien sûr. Oui, merci de poser cette question, parce que la part des déplacements, souvent dans les bilan carbone, est importante. Mais une chose qui me fait bondir par rapport à la... C'est pas la question qui me fait bondir, mais c'est souvent les réactions qui sont proposées ou les solutions qui sont proposées dans les entreprises. Souvent des entreprises d'ailleurs qui ont les moyens, elles vont changer toutes les flottes de véhicules en véhicules électriques. Mais moi je vous conseillerais d'abord de partir sur une petite étude, un rapide calcul, parce que vous le soulignez avec beaucoup de pertinence. Chaque situation, chaque contexte, une solution. Et en effet, si on veut faire de la com, en fait, pas de problème, on a une flotte de véhicules électriques, mais ça sera potentiellement un non-sens écologique. Donc moi, à la limite, j'insiste, j'invite les entreprises à réfléchir à leur parc, mais à réfléchir sur les chiffres. Et quelque part, il vaut mieux peut-être aujourd'hui conserver une flotte de véhicules thermiques, hein,
peut-être sensibiliser à la conduite et voir l'impact qu'on peut avoir sur la conduite, et peut-être motiver les équipes d'une manière ou d'une autre en leur disant qu'elles ont une heure de plus éventuellement et qu'elles pourront faire un déplacement. Juste pour les personnes en ligne. Ah oui, pour les personnes en ligne, pardon. Mais quelque part, il est imaginé qu'à chaque fois on va tout résoudre avec des véhicules juste en changeant la flotte. Non, alors là c'est par des calculs, je vous montre que c'est parfois même une aberration. De toute façon, Guillaume l'a bien souligné, la contrainte aussi c'est les distances, etc. On va pas rajouter les distances. Par contre, la solution hybride, peut-être que c'est peut-être quelque chose qui est plus envisageable. Si vous partez de rien, peut-être, mais sinon... On enverra le micro en maintenance quand même, hein, Guillaume. Tu m'y feras penser. Avant d'échanger. Ah, on a une question. Est-ce que le... Ouais. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites par rapport au milieu de culture? Est-ce que vous avez agi sur cet axe des milieux sélectifs, non sélectifs, gélose, enrichissement? Est-ce que tout part en dasserie chez vous, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'une gélose non sélective sur laquelle il n'y a pas de croissance, dans quoi on peut la mettre? Un enrichissement no peptoné, c'est resté 24 heures dans une étuve, il y a plein de choses dedans, c'est sûr. Est-ce que c'est pire qu'une poubelle ménagère qui est restée une semaine avant de mettre sur le bord de la route? Et dans ce cas-là, pourquoi nous, un laboratoire devrait mettre en dasserie et pas un particulier ou une autre société? Voilà, est-ce que vous avez un petit peu réfléchi sur ces axes? Alors, on a réfléchi, mais je pense qu'on n'a pas forcément de réponse, comme beaucoup. Hein. Quasiment tout part en dasserie chez nous. On a quelques milieux non sélectifs qui n'ont pas de croissance, qui partent dans la voirie classique. C'est toujours autorisé, mais ça va pas durer. Et tout part en dasserie, effectivement. Donc dasserie, c'est loin d'être écolo, hein, on le sait tous. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à se caler sur les contraintes analytiques qu'on nous impose. Hein. Donc, il y aura peut-être des solutions de retraitement de ces déchets, milieux de culture et autres dans les années à venir. Maintenant, nous, on n'en a pas trouvé à notre niveau, en tout cas. Et je pense que le but en fait de ces journées, de ces moments, c'est de pouvoir échanger aussi et de pouvoir se dire est-ce qu'on peut tous ensemble trouver peut-être des solutions, ou en tout cas des pistes de réflexion. Il va y avoir une évolution de la réglementation par rapport à ça? Dans la mesure où il y aura une évolution de la réglementation pour les déchets alimentaires compostables, je serais surpris que le reste ne suive pas en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque sinon on arrive tout doucement à la pause, hein, puisque c'est 10h45. Une autre question? Oui. Ouais, c'est celui-là. Oui, pardon. Je voulais également vous demander par rapport au compostage. Du coup, ça nécessite que vos échantillons soient triés en fait au moment de la mise au rebut. Et vous avez mesuré le temps que ça prend, parce que entre effectivement tout jeter sans trier et puis tous ces échantillons où il y a 20 grammes ou 200 grammes ou 10 kilos, il faut vider de l'emballage, il y a vraiment une notion de main d'œuvre par rapport à juste un envoi en déchets. Est-ce que vous avez pu un petit peu évaluer le coût, le temps passé et le mettre et faire le parallèle avec un coût d'enlèvement d'ordures ménagères, quoi? Alors oui, on a fait une étude en fait récemment, hein, en début d'année, s'il me semble, oui, c'est en début d'année, sur une semaine. Pendant une semaine, on a mis de côté tous les emballages, donc les sachets auxquels vous faites référence, hein, avec les sachets plastiques stériles avec un reste, mais tous les emballages en fait. On a tout mis de côté, donc c'est pas les techniciens qui étaient à la pesée qui étaient en charge en fait de ce déconditionnement. On avait également prévu dans notre extension une salle en fait de déconditionnement, donc là elle est opérationnelle. Et on a évalué en fait ce temps approximativement à 2 heures par jour
pour une personne. Donc ça va faire l'objet d'une embauche, hein, clairement. Alors pas que sur ce poste-là, hein, mais une embauche d'une personne en CDI en fait qui fera d'autres tâches en fait. Donc 2 heures par jour de déconditionnement, on va dire. Donc vider ses sachets, trier le plastique d'un côté, le compostable de l'autre. Voilà, donc c'est en ça où je disais tout à l'heure que c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Il faut un petit peu, je pense, se bousculer. Il faut vraiment une volonté forte. Mais sincèrement, je pense qu'il faut passer par là en fait pour avancer, puisque sinon on le fera sous la contrainte en fait. On n'oublie pas nos amis qui sont en ligne et du jour. On a une Maryse qui nous pose 2 questions. La première, c'est comment diminuer la quantité de tasseries, donc je suppose que c'est de déchets qui vont en tasserie, entre parenthèses, enrichissement bactériaux, milieu de culture après incubation. Alors, nous, à notre niveau, il n'est pas prévu de faire moins d'analyses, je pense. Alors maintenant, je ne trahis pas de secret si je dis que certains fabricants commencent à réfléchir un petit peu sur des réductions de facteurs de dilution, par exemple. Donc ça permet de réduire le volume de bouillon d'enrichissement. Hein. Donc ça va être des pistes, je pense, qui vont être explorées dans les années à venir. Mais nous, à notre niveau, non, on peut pas. On travaille sous accréditation COFRAC, donc on fait 2 dilutions successives, donc forcément 2 boîtes gélosées qui sont jetées à chaque fois. Donc ça va être plutôt réfléchir effectivement à ces solutions que nous proposent les fabricants sur ces volumes de milieu de culture. Et pour le compostage, est-ce que vous triez les déchets végétaux et ceux d'origine animale ? Non, le prestataire avec lequel on a réfléchi, je pense ne pas me tromper, accepte tout type de déchets. Tout type de déchets, par contre le principe étant de faire des sortes de lasagnes en fait, voilà, une couche de déchets alimentaires, une couche de sciure de bois en fait, et ainsi de suite tous les jours pour pouvoir faire quelque chose de compostable à terme. Alors moi j'ai une autre question peut-être plutôt pour Christophe, ça c'est une question plutôt du fabricant en fait, Merck, vis-à-vis notamment des entonnoirs plastiques dont tu parlais, parce que c'est un peu scientifique. Mais on vend aussi ces systèmes-là pour une question de protection aussi de l'analyse quelque part. Mais on a aujourd'hui des embouteilleurs notamment qui ont complètement réfléchi au recyclage entièrement du système. Est-ce que ça, du coup, c'est perçu comme quelque chose de durable ? Parce qu'il y a eu l'achat du consommable initial. Par contre, on remet dans le circuit ce type de plastique. Est-ce que ça, c'est perçu comme quelque chose de durable ? Ou est-ce que finalement, le fait de l'avoir acheté au départ, c'est déjà, entre guillemets, un mauvais geste ? C'est pratique, maintenant j'ai une réponse toute faite, c'est je sais pas. Je pense que le recyclable, alors là je dis je pense parce qu'en première intention il faudrait faire un calcul qui est somme toute pas très compliqué, mais voilà, ça c'est des questions qu'on nous pose souvent, surtout sur le recyclage des déchets plastiques finalement. Donc en fait, par rapport, si je reprends dans l'ordre, le jetable a un usage, bon bah voilà, ça c'est le bas de l'échelle. Si ensuite on part dans une logique de recycler, au-delà de la plaisanterie, je vais dire sincèrement que je ne sais pas, parce que finalement, ok, il est recyclé, mais est-ce que c'est pas pire que du jetable ? Est-ce que l'énergie nécessaire au recyclage de la ressource ne va pas générer une surcharge de CO2 par rapport et une surcharge d'énergie nécessaire pour ensuite remettre le système dans le circuit ? Il y a énormément d'hypothèses à prendre en compte pour savoir si c'est effectivement la bonne solution ou pas. De même que l'usage de l'entonnoir inox. Alors en effet, il y a une présentation économique de l'aspect. Il y a de fortes chances pour que la solution proposée ne soit pas mauvaise. Mais déjà, l'inox, il a fallu le produire. Et ensuite, il va falloir engager des cycles de lavage. Donc finalement, je voudrais juste garder que tout le monde garde en tête l'idée qu'à chaque solution, il y a des compromis à faire et des éléments négatifs et des choses à payer.
Sauf que certaines en ont moins que d'autres et certaines sont plus appliquées à certains contextes que d'autres. Très bien. Après, je réfléchissais à mon embouteilleur, il a été aussi, sa décision a été poussée aussi d'un point de vue économique, puisqu'en fait, en revalorisant ses déchets, il gagne de l'argent. Voilà, puisqu'il y a aussi un peu la chasse à ça maintenant aujourd'hui au sein de la filière du recyclage. Enfin bon, on ne va pas répondre à ça aujourd'hui entièrement, en tout cas, mais c'était intéressant, je trouve, parce que c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir entre nous, les microbiologistes. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit break maintenant, puisque c'est l'heure de la pause café. On est dans le timing, à 5 minutes près. Parfait. Donc merci pour ta présentation. Je vous propose d'abord d'applaudir Guillaume pour sa présentation.